Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, il est 19h, tous ceux qui ont l'habitude du rendez-vous sont installés, tous les autres vous nous suivez en replay, de toute façon il n'y a pas vraiment de vrai direct, on enregistre toutes les émissions mais surtout on les vit comme un moment autour de la table, on s'y perd parfois, il y a des émissions plus longues que d'autres, c'est pas très grave, il y a des émissions plus courtes que d'autres, il y a des émissions plus ou moins rythmées, c'est pas très grave tout ça, pourquoi? Parce que c'est comme à table, comme à la maison, on discute de tout et vous prenez ce qui vous semble bon pour vous. Alors ce soir, on arrive sur la dernière du mois de septembre. Ça y est, on a lancé la saison 2. J'espère que vous êtes habitués au décor. Sinon, n'oubliez pas, tout ce qui est plateforme podcast sont disponibles. Vous avez tout, on s'y retrouve là-bas. Et alors, je me suis bien entouré de Nathalie. Merci, bonjour. Tu as fait le raccord lèvres toujours. Chemise. Jérém, ça va? Ouais, moi aussi j'ai fait le raccord. Je l'ai trouvé, mais c'est une petite devinette. Blanc, très raccord. Et Joy, ça va? Ouais, bien. Je me rends juste compte que comme on a changé de disposition, tu me fais du pied. Bah, tu me fais du pied, parce que c'est toi qui étales tes pieds comme une girafe, mais c'est pas grave. Bon, entre frères et sœurs, ça va, c'est moins grave. Jusqu'ici, ça va. Si Nathalie, tu me dis qu'il te fait du pied, par contre... Non, je garde bien mes pieds. Voilà, on le dénoncera. Elle est très jolie, Nathalie, mais c'est une femme mariée. Et moi aussi. Et toi aussi, j'allais le dire. Ah, très bien, très bien. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. On va avoir la chance d'avoir une super invitée tout à l'heure, toute pétillante, vous verrez. Je suis très heureux de l'avoir avec. Mais on va commencer. Alors, je sais que ça va paraître stéréotypé parce que vous me l'avez déjà dit en off. Je me suis dit, tiens, on va parler des régimes minceurs. Alors ça, il y a deux femmes sur le plateau. Tu parles des régimes minceurs. Une des seules fois où on est ensemble sur le plateau. Parler des régimes. C'est vrai, c'est rare. Mais c'est vous, là. Mais nous, on a plein de choses à dire. Mais ouais, on va vous laisser la parole. Vous sentez tout de suite attaquer. C'est quoi ces gens-là? On peut parler de tout. Je dis, on s'y retrouve, on parle de tout. C'est vrai. Et je vais commencer avec une étude. L'étude de l'INSERM, Institut de la santé et de la recherche médicale, publie aujourd'hui, alors a publié aujourd'hui, c'est il y a quelques temps quand je l'ai pris, qu'en France, 7 femmes sur 10 et 1 homme sur 2 aimeraient perdre du poids. Un homme sur 2? Ouais. Alors c'est énorme. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. Ah ben moi, je fais partie de ces hommes sur 2. Donc il y a plus d'hommes que de femmes, en gros. Toi, tu devrais perdre non, du poids. 7 sur 10. C'est 70%. 1 sur 2, ça veut dire. 70% Non, et 50%. pardon, excusez-moi, j'ai mal... Les messieurs, 50%, On les s'en femmes, voudra pas, 70%. c'est Je me suis complètement trompé. C'est pas une intervention sur les mathématiques, j'ai mes ne t'inquiète pas. Mais c'est pas bon en maths. Donc, alors déjà, un homme sur 2 aimerait perdre du poids, 7 femmes sur 10. Alors déjà, je fais partie en ce moment, je vous le dis d'emblée. Oui, je fais partie de ces hommes qui aimeraient perdre un petit peu de poids ces derniers temps. C'est une question d'image ou... Tiens, je vais en parler après. Ouais, tiens, c'est intéressant. Une question de te sentir bien. Mais je vais en parler après, justement. Okay, parce que ça correspond. Regardez la suite. La suite, c'est peser moins semble donc être une obsession chez les Français. Mais pour quelle raison? Pour se sentir mieux, répondent 49,6% des sondés. 12,4% invoquent des raisons esthétiques et seulement 11,8% des problèmes de santé liés au surpoids. Cette étude soulève d'autres phénomènes inquiétants. Dès l'âge de 10 ans, certains commencent un régime et d'autres vont en suivre jusqu'à 5 à 10 au cours de leur existence. Et c'est justement cette multiplication de diètes qui peut entraîner des carences et des pathologies cardiovasculaires. Donc si je parle du régime minceur, c'est pas parce que vous êtes là, c'est parce que c'est d'actualité et que je pense que c'est très important. Oui, ma sœur. Tu m'agresses Bois un petit peu d'eau, je vais boire aussi un petit peu d'eau. Mais de parler de ça, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est plus que juste une question de perdre du poids, ça implique d'autres choses. Alors j'aimerais vous poser déjà la question, avez-vous déjà fait des régimes dans votre vie? Oui. Bon, bah c'est bien, t'es nette, précise. T'as fait l'armée aussi ou Ouais, t'as fait des régimes? Quand ça? Oui, alors ça a commencé avec la discipline de la danse classique. Oui, parce que t'étais danseuse ou t'étais de haut niveau. Hein? Oui, t'étais professionnelle ou pas? Oui, à un moment donné, oui. Mais bon, dire des choses, c'est bien, de les voir, c'est toujours mieux. Mais je peux montrer des photos. Ça vous intéresse. La prochaine émission, alors. La prochaine. En tout cas, lié à la discipline. Mais c'était peut-être pas un régime minceur dans le sens comme on l'entend avec les magazines qui défilent sous les yeux. C'était surtout, en fait, au niveau musculaire, de pouvoir garder la tonicité musculaire, donc assez protéinée. Ça, je l'avais fait effectivement pendant 1 an, de manière assidue. Ok. Jérém? Non, jamais de régime. Jamais. Mais il n'en a pas besoin. Mais toi, pourtant, t'as un certain âge, bien. Mais t'es bien. Ouais. T'es bien, vraiment. T'as jamais vraiment pris, toi?
Non, je crois que j'ai gardé mon poids depuis que je suis adulte. Je pense que j'ai toujours le même poids. Ouais. Ça, c'est un avantage. Ouais. Donc après, en tant qu'homme, ce qui est le petit truc qu'on a toujours, c'est le petit bidon qui s'installe. Et ça, voilà, j'essaie de faire attention, mais je n'ai jamais fait de régime. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne prends pas 2 assiettes, par exemple. Moi, je tu vois, je fais attention de ne pas manger entre les repas, des choses comme ça. Donc, mais c'est pas un régime, c'est juste faire attention. Ça. Mais tu fais attention. Je fais attention. D'accord. Mais t'as pas envie de perdre du poids? Non, je n'ai pas de raison d'ailleurs de perdre du poids. Faire attention et faire un régime, c'est pas la même chose, non? Ah bah non, non, c'est pas pareil. Et toi, t'as déjà fait un régime? Non. J'ai déjà essayé de maigrir, mais ça a dû durer 2 jours, quoi, ouais. En général... Bon, en même temps, t'es très bien comme tu es. T'as même pas eu le temps de le voir. Non, mais moi, j'ai tendance à quand même parfois prendre du poids. Et en fait, je me rends compte que si je fais pas de sport à côté, j'arrive pas à faire attention à ce que je mange. Tu fais du sport? Oui, écoute, oui. C'est vrai? Oui, j'ai un vélo elliptique, Benjamin. Ce vélo tout poussiéreux chez toi? Non, mais c'est bien. J'ai dit ça à Thibaut l'autre jour, il m'a dit que c'est un truc de vieille. Donc, vélo elliptique? Oui. Ça n'a jamais été trop démodé, ça continue toujours. Au contraire, ça marche très bien, ça marche fort. Ouais, et disons que je trouve que le fait de faire une activité sportive à côté du fait de vouloir faire attention, c'est un cercle un peu vertueux qui t'aide à pas... Mais tu pédales dessus, pas juste tu t'assieds dessus. Déjà, il n'y a pas de siège, donc tu peux pas t'asseoir, Benjamin, sur un vélo elliptique. C'était pour vérifier que c'était tu pédales, oui. Trop bien. Trop cool. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi de se dire, si tu veux faire un régime, quelqu'un veut faire un régime, mais en même temps, fais une activité à côté. C'est tellement dommage de ne pas faire les deux. En ce moment, moi, après mon mariage, j'ai pris 10 kilos. Après la naissance d'Adam, j'étais maigre. Mais j'étais maigre, j'étais à 62. J'étais à 62. Après la naissance, j'en ai repris, je crois, quasiment 10. Et là, je me disais, je suis plus... Comme s'il avait porté... Ouais, là, par exemple, je rentre plus dans mon costard de mariage. Et c'était déterminant pour moi. Ah oui, parce que là, du coup... Pourtant, ça fait pas si longtemps, t'as prêché avec ton costard. Non, pas mon costard de mariage. Le costard bleu foncé, tu ne l'as plus vu depuis un certain temps, parce que il travaille en flux tendu et trop tendu, et c'est pas possible. Un jour, je prêchais dans une église en Belgique, je me suis levé de la voiture et le bouton du costard a explosé. J'ai dû demander à quelqu'un d'aller acheter une épingle à nourrice, donc je t'assure, là j'ai dit, bon là, ça va plus. Donc voilà, et puis je sens que c'est pas mon poids de forme, donc il m'en faut pas beaucoup, un tout petit peu, et je me suis dit déjà dans un premier temps, je mange un peu moins. Et je me suis dit, si l'estomac réduit un petit peu... Et les sucres, par exemple, le soir, éviter des choses comme ça, c'est des bons plans, ça. Tu vois, le donut que tu as mangé juste tout à l'heure. Mais je trouve parce que j'avais besoin de sucre pour tourner cette émission. Mais le soir, je trouve que c'est difficile de ne pas manger. Enfin, moi, je trouve le soir, s'installer à une table et manger... Bon, mais alors, il y a les rythmes. Ouais, parce que tu retrouves toute la journée, tu oui, et puis il y a les rythmes de vie. Je sais que moi, le matin, je ne mange pas. Mais en général, je rentre. En général, le soir, je rentre, je mange en moyenne entre 20h30 et 22h. C'est pas bien. Mais c'est pas... Et ça, normalement... Après, tu rentres, tu as te poser, tu sors le saucisson, le fromage, le pain. Mais bon, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait là, c'est pas tant de parler de mon fait à moi que je désire absolument maigrir un petit peu, mais c'est plus, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce désir absolument de maigrir, de ce désir absolument d'être plus fin, plus... Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on voit quand même que c'est presque... Chez certains, c'est pathologique. Ils font 5 à 10 régimes dans leur vie. Je pense que, concernant les femmes, en tout cas, je connais beaucoup de copines qui, à force d'avoir fait des régimes, elles ont fait le yo-yo, et elles ont beaucoup repris, en fait. Et après, psychologiquement, c'est très, très lourd à porter. Elles culpabilisent énormément, j'ai pas tenu bon, je suis nulle, voilà. Et au final, c'est des très belles femmes. Donc elles sont en fait véhiculées, motivées parce qu'elles voient souvent dans les magazines et c'est vrai que on le voit bien pour acheter des vêtements quand on est sur internet, les filles c'est rare qu'elles nous ressemblent, c'est très très rare et on peut tomber dans ce piège et parfois c'est sournois parce que même s'il y a des femmes qui sont pas forcément beaucoup attachées à une image, mais inconsciemment, elles le sont quand même, puisqu'elles se disent j'ai toujours les 3 kilos de trop. Mais parce que c'est ce qu'on leur montre tout le temps. C'est ça. Mais les femmes et les hommes aussi. Tu vas sur Instagram,
T'as Instagram? J'ai Instagram. Mais je ne vais pas forcément aller voir à droite à gauche. Mais tu me suis pas sur Instagram? Non. Non, je suis jamais. Tu vas sur Instagram, franchement, t'es un gars. Si je me mets torse nu, je culpabilise, quoi. Ils sont incroyables, tu vois. Mais ça veut dire qu'ils passent 3 heures à faire de la muscu tous les jours. Et c'est retouché. Oui. Et c'est retouché. Et c'est vrai que je suis assez d'accord qu'on est dans une société du culte de l'image. Bah oui. C'est ça. On cultive l'image sur la télé, sur les magazines, tu vois, sur les affiches dans la rue. Mais oui. C'est abusé. Les gens, ils sont squelettiques et puis on te montre que c'est très beau. Et ça donne pas envie parce que elles font même maladives. Des fois. Ah oui, elles font peur. C'est vrai. Est-ce que toi, Joy, tu as l'impression que ça influence aussi, ça conditionne? Ça me conditionne? Non, de manière toi générale. Ou de manière générale? Non, je pense pas que ça me conditionne. Je pense que c'est plutôt il y avait 2 raisons citées là, le côté se sentir en forme. Et moi, c'est surtout ça en fait. Quand je sens que je dépasse certaines limites, c'est que on n'est pas bien dans nos vêtements. On n'est pas bien. T'es pas bien dans ta peau. Il y a un moment, tu sais que. Et puis moi, je me connais. Quand c'est plus le pantalon qui t'enfile que toi qui enfile le pantalon, ça devient. Voilà. Et moi, j'aime manger et je sais que ça peut vite être ton échappatoire. Mon échappatoire. C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Mais beaucoup de gens. Ça. Mais moi, je sais. Alors, je parle par exemple parce que ça, c'est intéressant de le relever. Moi, je dois dire que quelquefois, quand même, les remarques des gens, pas ce qui est sur les réseaux. Ça dépend de qui aussi. Ouais, mais les remarques des gens tout le temps, tu vois, à un moment donné, ça peut te taper sur et dire ah non, vas-y, je vais virer ça. Et ça, c'est important aussi, puisque des remarques, on en a tout le temps, les proches, au travail. Mais je dirais les remarques qui touchent le plus, c'est quand c'est ton mari ou ton épouse qui te dit oh, t'as pris un petit peu de poids, hein. Mais quoi, tu dis que je suis grosse, là, tout de suite, ça monte dans les bruits. Ouais, c'est des remarques importantes à écouter, parce que finalement, en tout cas dans le cadre du couple, dans le cadre du couple, je trouve ça fait partie de. Tu dois quand même continuer à plaire à ton conjoint. Dans le cadre du couple, je trouve que c'est différent. Mais ça peut vite emmener des petites tensions quand même. Ouais, mais c'est. Surtout les femmes, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on peut aussi grossir à cause des problèmes d'hormones. Mais tu vois, dans la rue ou au travail, tu vois, ou même dans l'église. Moi, j'ai fait des petites remarques dans l'église. Et puis, il y en a qui sont très doués pour ça, mais je ne les citerai pas. Des remarques comme quoi sur ce plateau, mais habituellement, ils sont sur ce plateau. Et ils parlent beaucoup. Mais c'est sûr que ça peut être des fois un peu casse-pied. Oui. Ah bah oui. Dire, je suis d'accord. Est-ce que tu es dans mon corps? Si vraiment je te dérange, ferme tes yeux ou ne me regarde pas tout simplement. Mais moi, ce que j'aime, franchement, quand tu vas à la plage ou quoi, c'est des personnes qui n'ont pas des corps entre parenthèses de rêve, mais qui sont complètement libérés de regarder. Et ça, moi, je trouve, ces gens, ils sont juste excellents. Parce que tu te dis, eux, ils vivent leur vie à fond. Ils sont libres, intérieurement, ils sont pas machin, mais ils vivent bien. On était en vacances il y a quelques temps, du coup, puisqu'on est fin septembre. Et sur la plage, justement, c'est ce que je disais à mon mari, tu as des gens qui ne rentrent pas dans les codes conventionnels, mais qui sont tellement bien dans leur peau que franchement, ils sont super beaux. Ils sont beaux. Je suis assez d'accord avec ça. Là, j'ai vu un reportage d'un gars, c'est impressionnant, qui est surnommé l'homme phoque. Mais parce qu'en fait, il a voulu se reprendre en main dans sa vie. Bref, il était dans la rue et tout. Et il est allé voir un Anglais qui était champion du monde pour la traversée de la Manche. Et il lui a dit, forme-moi. Et bref, il a tellement insisté qu'il a dit, d'accord, à condition que tu me donnes 3 ans de ta vie. Il lui a donné 3 ans de sa vie. Et c'est le deuxième homme, après ce gars-là, qui a traversé la Manche en 36 heures. Ah ouais. Et là, il a été sélectionné pour un autre défi pour traverser, je ne sais plus quelle mer, mais en Sibérie, donc dans une eau à 8 degrés, quand il fait 0 degrés. Et il dit que pour pouvoir faire ça, il faut modifier son corps. Et donc, en fait, il a dit, j'ai regardé comment les phoques font. Et en fait, ils mangent plein de poissons gras. Et du coup, tous les jours, 3 à 4 fois par jour, il mangeait plein de poissons gras. Et il était énorme. Il est passé de 60 à 110 kilos. Et lui, il a un tout petit slip de bain comme ça pour rentrer. Alors, il s'en contrefiche. Et il y va, il dit non, je sais pourquoi, je suis bien comme ça. Il dit c'est sûr que la répartition de la masse, elle n'est pas idéale pour l'instant. Lui, il est dans son délire, quoi. C'est ça. Mais il l'assume sans problème. Mais c'est ça. Je suis assez d'accord de dire quand on assume, on est déjà plus beau. C'est ça. Et tu as des fois des gens qui sont fins et tout, mais qui sont tellement sur leur apparence qu'ils sont tout le temps un peu coincés et qui finalement sont moins beaux parce qu'ils rayonnent moins, parce qu'ils sont moins bien finalement. Et puis je dois dire, moi j'aime bien être à table avec un bon vivant qui aime bien manger. C'est toujours mieux que quelqu'un où tu as l'impression que
tu es en train de le tuer à petit feu. Mais justement, faire les régimes, ça te coupe relationnellement. Ah oui, socialement. Au niveau des invitations, tu les refuses. C'est vrai que c'est pas commode. Et puis un bon repas quand même. On est d'accord. Mais c'est un équilibre parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société d'excès. Ouais, c'est sûr. On est quand même dans une société d'excès, donc il y a quand même un équilibre. Faire attention, c'est important, mais pas faire attention pour les autres, mais pour soi. Pour sa santé, pour son... Et c'est costard aussi, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce qui nous détermine vraiment? Est-ce que c'est effectivement que notre physique? C'est la vraie question. Heureusement qu'on n'est pas que déterminé par ça. Heureusement. Heureusement que Nathalie est là. Elle relève le niveau, c'est cool. Bon, je vois que finalement, ça vous a intéressé ce petit sujet. Au final, on a pu discuter autour de ça. Mais très bien. Donc, mais je crois qu'on a tous autour de nous quelqu'un qui a fait des régimes et qui s'est battu avec ça. Je connais plusieurs qui se sont vraiment battus avec ça et ça a été une souffrance même. Mais tu sais que, alors je vais pas citer la marque, mais il y a une pub pour une marque de régime qui prépare des repas et je me suis dit tiens, je vais le faire, qui propose 7 semaines de repas gratuits. Ah ouais, j'ai vu la pub. Je suis sûr que comme c'est gratuit, je me suis dit, comme c'est gratuit. Je mange 7 jours gratuitement. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. C'est 7 semaines ou 7 jours? Non, 7 jours, pardon. 7 jours. Alors j'ai entendu quelqu'un qui l'a fait et qui m'a dit, le fais pas, je me suis fait piéger. Ensuite, trop vite, ils te font souscrire. Et puis bref, il a dû payer. Du coup, je ne l'ai pas fait. Parce que je me dis qu'en plus, c'est pas très bon, tu vois. Il faut vraiment que je sois sûr que ce soit bien gratuit et que j'arrête d'attendre. Que ce soit bien gratuit, expérimentateur, bien bon, tu vois. Toi, ce qui motive, c'est pas le régime, c'est que ce soit gratuit. C'est un petit radin. Mais quel radin, celui-là. Alors, pas du tout. Profiteur, juste profiteur. Un bon gestionnaire. Un bon... Ah, ça, je préfère. Un bon gestionnaire. Alors, ça, elle a dit profiteur. Non, mais ça me plaît. Bon gestionnaire. Mais t'étais assez d'accord aussi avec Non, bon gestionnaire. Je profite des occasions, c'est différent. Oui, c'est ça. Opportuniste. Voilà. C'est pas opportuniste, ça peut être très positif. Si, ça peut être positif, on va dire. Non, c'est positif. On va continuer. Alors, on va continuer parce que le temps passe et puis voilà, moi je trouve ça intéressant. Et puis, on va passer sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est écouter quelqu'un, enfin discuter avec elle, c'est Marie-Charlotte. Marie-Charlotte qui est, alors pour vous la mettre dans le contexte, qui est une jeune de l'église, qui actuellement là, une responsable du groupe de jeunes depuis 3 semaines, depuis début septembre. Donc elle est responsable à Impact Jeunesse aussi. Et donc je suis très heureux de la voir et je me suis dit tiens, j'aimerais bien discuter et que vous puissiez discuter aussi avec quelqu'un qui est jeune, qui a 20 ans. C'est vrai qu'on discute toujours qu'avec des jeunes. Là, ça devient un plateau de périmé. Donc non, je vous embête. C'est gentil ça. Mais essayez de comprendre quels sont les défis. Chacun, vous avez eu, on a réfléchi. On a tous eu 20 ans. Trentaine. J'ai le droit de dire la dizaine, la quarantaine et la cinquantaine. Et moi, j'ai encore la vingtaine. Et elle a encore la vingtaine. Et donc, voilà, discuter un petit peu de quels sont les défis, etc. Donc, j'inviterai Marie-Charlotte à bien vouloir nous rejoindre si elle le souhaite. Et puis, si elle ne le souhaite pas aussi, quand même. Mais tu sais que les internautes la connaissent. Merci. Bravo. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'elle est passée une fois. Elle est passée dans l'émission Notre Rendez-vous avec les questions-réponses à la fin d'un dimanche. Marie-Charlotte, je suis très très heureux de t'avoir. Bon, je te vois quand même souvent, mais peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis vous la connaissez pas spécialement, je pense. On s'est déjà croisés. Oui, voilà, mais l'église est grande. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Et si toi, tu peux arrêter de te taper avec mes pieds. C'est toi qui me fais du pied. Mais c'est pas grave. Hein. Alors, qui es-tu, Marie-Charlotte? Qui je suis? Je suis Marie-Charlotte, j'ai 20 ans et je viens de côté de Mulhouse et je fais des études d'assistante sociale. Et tu bosses dans une structure, c'est super intéressant ce que tu fais. Est-ce que tu peux peut-être juste l'expliquer un petit peu? Donc je bosse dans une structure où on accompagne des ados qui sont en errance, donc qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, ils ont été placés. On n'a pas trop de nouvelles d'eux et donc nous on intervient à ce moment-là quand les placements fonctionnent mal. Donc nous, et quand ils suivent plus de cursus scolaire, etc. Parce que errance, c'est ce mot-là que... les 3/4, même plus d'entre eux sont accrochés à rien du tout. D'accord, en fait. C'est ça. On fait le lien avec eux et une fois qu'on a le lien, alors on travaille sur l'insertion. Ouais, c'est vraiment du relationnel aussi avec eux. C'est beaucoup de relationnel, ouais. C'est intéressant. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Franchement, si elle vous raconte un petit peu plus en off, c'est très très intéressant. Alors, Mché, je peux t'appeler Mché? Oui. Voilà, c'est mon surnom. C'est son petit surnom. Ouais. Et ça me fait bizarre de dire Marie-Charlotte. Je dois prendre des respirations à chaque fois que je dois le dire. Donc, Mché, en sachant que, je donne une petite info, mais Marie-Charlotte, c'est pas son vrai prénom. Je vous laisserai deviner. C'est pas vrai. Marie.
Elle a deviné. Donc, ouais. C'est Marie? Parce que tu me l'as dit hier, je crois. Ah ouais? Non, mais ça, c'est pas du jeu. Parle de moi. Ouais, tu vois. Et pourquoi Charlotte alors? C'est mon deuxième prénom. C'est quand même. Ah oui, c'est quand même ton deuxième prénom. Mais elle en a créé un prénom composé. C'est pas moi. Okay. C'est ta maman. Est-ce qu'il faut que j'explique? Excuse-moi. C'est parce que, alors attends, je vais aller vite. Dans son école, il y avait plein de Marie. Et du coup, au lieu de l'appeler Marie avec son nom de famille, ils ont appelé Marie-Charlotte pour que ce soit pas juste Marie. D'accord. Voilà. Et c'est resté. Voilà. Oui, ben écoute, en tout cas, MC, on est très heureux. J'ai une petite question pour toi. L'idée, c'est vraiment de comprendre, chrétienne à 20 ans, quels sont les défis, les enjeux. Pour commencer, comment tu as rencontré Jésus? Peux-tu nous l'expliquer? On aime bien ce genre de petit témoignage. On aime bien. Vas-y. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours eu une conscience que Dieu existait et foi en lui. Et à l'adolescence, je me suis un peu éloignée de l'église parce que j'avais pas d'amis à l'église. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions et donc j'ai arrêté de venir en fait. Et je suis quelqu'un d'extraverti au quotidien, mais je peux être très timide quand même, et notamment dans les groupes. Et à ce moment-là, j'étais avec personne, c'était compliqué pour moi. Et il y a un été où mon frère a fait un camp. Alors moi, je faisais jamais de camp. Je détestais ça parce que je connaissais jamais personne. Mais c'est vrai que quand tu connais personne, ça peut être c'est galère. Et donc c'était un camp chrétien et en fait il s'est éclaté et ma mère m'a inscrite. Ton frère, pas le camp. Mon frère. Le camp n'a pas éclaté. D'accord. C'est important de préciser. Non. Et l'année d'après, ma mère m'a inscrite. Je voulais pas, mais j'y étais obligée. Donc elle m'avait inscrite pour une semaine et en fait je suis restée 2 semaines tellement ça m'a plu. Ouais. Voilà. Et c'est pas à ce moment-là que je me suis réellement convertie, on va dire. C'est l'année d'après en fait, où je me suis posé vraiment des questions et j'ai vraiment eu envie d'avancer avec Dieu. Et donc j'ai demandé à Dieu. Si tu existes, il faut me le dire, il faut me le montrer. Et en fait, je suis quelqu'un de très qui angoisse et qui a des peurs au quotidien. Et j'ai ressenti une paix toute particulière. Je me suis dit, ok, on y va. Et un amour tout particulier. J'avais 14-15 ans. Ouais, super. Jésus, voilà. Trop bien, trop bien. Alors maintenant, ça fait depuis du coup quelques années que tu es aussi à fond. Ouais. Tu es dans la jeunesse, dans un groupe de maison, groupe de connexion pour les jeunes. Tu es, comme je l'ai dit, depuis début septembre, il est responsable du groupe de jeunes aussi. Alors moi, ma question, c'est est-ce que tu vois déjà une différence entre la génération de tes parents dans leur vie de tous les jours et ta génération à toi? Est-ce que tu vois, alors là tu seras une petite porte-parole de ceux qui ont la vingtaine, mais est-ce que tu vois déjà des différences? Moi ça m'intéresse de comprendre, mais on est une église, c'est multigénérationnel, et je pense que pour tous ceux qui sont un peu plus vieux, c'est bien de comprendre les défis des plus jeunes, et c'est bien que les plus jeunes comprennent aussi où en sont les plus vieux. Donc voilà, est-ce que toi tu as déjà remarqué des petites différences? Il y a plein de différences, et en fait... Au-delà de la foi, ma génération, c'est la génération, comment on appelle, Z, du numérique. Donc ça crée une énorme différence, même pas encore la tienne, mais peut-être avec la tienne, Johanna. Merci. Donc nous, carrément, on est lâchés, quoi. Oui, bon. Est-ce que je suis dans une autre génération que la tienne? C'est une autre question. De l'émission. T'es à la limite, je dirais. T'es dans la vingtaine quand même. Mais c'est même moi, en fait, j'ai pas grandi avec un téléphone à la main. C'est ma petite sœur, je sais qu'elle a vu ça beaucoup plus tôt. Donc ça crée déjà une différence parce que les relations humaines sont différentes. On parlait avant, je pense que tu nous as entendu en off, mais on parlait des régimes minceurs, d'Instagram, etc. Bon, toi, ta génération, vous êtes en plein dedans. On est complètement en plein dedans. Ouais. C'est connecté tout le temps. Et en fait, ça a plein de bonnes choses comme plein de mauvaises choses. Et, mais moi, pardon, mais je trouve qu'il y a des personnes de nos âges à nous qui sont scotchées totalement sur leur portable. Mais là, on parle générationnellement, c'est-à-dire la majeure partie des jeunes sont dedans. Oui. Mais je suis d'accord que, des fois, il y a des plus âgés, je me dis... C'est impressionnant. Et puis vous êtes c'est impressionnant. Intuitif déjà avec tout ce qui concerne ces appareils-là. C'est naturel. Que nous, il a fallu qu'on l'apprenne. Ouais. Moi, j'ai connu, ça fait vraiment vieux ce que je viens de dire, j'ai connu, ça fait vieux, je l'ai entendu, je me suis dit, ouh là là. Mais, alors sans téléphone, mais aussi, même au niveau des
comment on appelle ça, des écouteurs, de la musique et tout. J'ai connu la période la fin des lecteurs cassettes et surtout lecteurs CD. Les Walkman. Quand tu courais, ça sautait. Ouais. Tu vois, et c'est fou, tu te dis, punaise, je suis pas très vieux, mais ça fait quand même tellement longtemps, quoi. C'est impressionnant. Donc ouais, ça fait partie des différences. Tu vois un côté hyper connecté dans ta génération que tes parents n'ont pas. Tu vois d'autres différences ou pas? Il y en a d'autres. Après, d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais en relation, je trouve que, dans les relations aussi, ils vont être plus, ils vont avoir tendance peut-être à, je sais pas, envoyer des lettres encore ou des mails, être dans. Je trouve qu'il y a une différence entre leur manière de se voir, d'échanger, de communiquer. Et une instantanéité. Chez les jeunes, c'est tout de suite. Chez nous, c'est du tac au tac. Et peu importe si vous faites des fautes d'orthographe. Oui, c'est... Ça fait partie aussi des différences. Mais ça a quand même plus de valeur, une lettre. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien de temps en temps les lettres. Les cartes. Tu m'en écris pas souvent. Non, mais qu'avec certaines personnes. Ah, d'accord. Ma femme, pour son anniversaire. Mais, si, pardon. En plus, je suis très mauvaise langue et il écrit souvent. Ah oui. Enfin, aux occasions, quoi. Ah, voilà. Ça fait plaisir que tu rétablisses la vérité. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très instantané dans la communication des jeunes. Alors, peut-être te poser la question, comment on dit en tout cas, on a l'habitude d'entendre que le monde est de plus en plus hostile à la foi, etc., de plus en plus anti-religieux. Est-ce que c'est ce que tu ressens chez les plus jeunes? Est-ce que c'est ce que tu vois, toi aussi, auprès de tes potes, etc., ou pas? C'est difficile à dire, en fait. Moi, je le vis pas. Je sais que la formation que je suis, l'endroit où je suis en formation, on m'a déjà dit de ne pas parler de ma foi. Des personnes m'ont témoigné qu'elles ont eu des problèmes quand elles ont parlé de leur foi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Avec mes amis que j'ai rencontrés à l'école, j'en parle en fait assez simplement et j'ai jamais eu de réel souci avec ça. Et je trouve qu'il y a c'est différent. Ça dépend de où on se place, ça dépend de où on vit, ça dépend de où on travaille, de qui on est. Mais moi, j'ai l'impression. Enfin, pardon, je vous coupe. Bon, non, vas-y. Mais j'ai l'impression que chez les plus jeunes, il y a une notion de tolérance qui est très très large en fait et qui va sur tous les sujets. Donc tu peux parler en fait, tu peux parler de ce que tu veux plus ou moins, mais alors ils vont être d'accord avec tout, ils vont tolérer de tout écouter, mais ça ne veut pas dire que ça les intéresse tout de suite plus. Moi j'ai quand même l'impression que les plus jeunes, ils ont une sensibilité au spirituel. Oui, sûrement. Et je suis surpris des fois, mais ils ont une sensibilité, je trouve même une plus grande sensibilité que la génération au-dessus, au spirituel. Ah oui. Et parce que c'est une génération où avoir le travail, c'est pas suffisant en fait. Il faut avoir il y a une quête de sens beaucoup plus présente, c'est ça. Et du coup une sensibilité. Alors il y a une mode folle dans TikTok en ce moment sur tout ce qui est sorcellerie. T'en as entendu parler? Les sorcières aussi. Ouais, les sorcières, etc. Il y a des sorcières en ligne, etc. Donc, mais c'est du spirituel. C'est ce que je voulais dire un peu, c'est qu'aujourd'hui, enfin en tout cas les jeunes ont été beaucoup plus aussi confrontés à ce qu'ils peuvent regarder à la télé ou ailleurs avec beaucoup plus de spirituel. Alors que dans le temps, la grande vadrouille ou je sais pas quoi, donc il n'y avait pas beaucoup de spiritualité là-dedans. Les extraterrestres. Hein. Ouais. Ah oui. Non, c'est la soupe au chou. Ah ouais, non, dans la grande vadrouille, il y a des extraterrestres. Bon, bref, on revient un peu sur C'est vrai, si, j'ai la référence. Ah bon, d'accord. Bon, c'est la plus jeune qui a la référence. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, je trouve les jeunes sont beaucoup plus confrontés à la spiritualité que dans le temps. Et ils ont cette quête-là. Par contre, je te rejoins, Joy, quand tu dis ils sont ouverts à tout, mais pas forcément tout le temps de façon positive. Par contre, il y en a quand même certains qui ont une peur du religieux. Oui, des règles. Quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu peux sentir un peu d'hostilité. Enfin, je trouve. Je sais pas si tu le trouves aussi. Oui, en fait, dès qu'on parle de foi, les gens ont la religion en tête. Et c'est quelque chose de trop carré aujourd'hui, en fait. C'est le mot foi ou le mot église?
Non, c'est pas le mot foi, c'est le terme religion. Ils associent à la religion. Dès que t'entends foi, ils entendent religion. Ouais, c'est ça. Et pas. Ah ouais, je crois que c'était plus avec le mot église. Ouais, c'est ça. Ils ont une idée en fait mais parce qu'il y a de quoi se faire des idées et en fait, du coup, ça brusque ou ça referme ou c'est des idées reçues. Est-ce que justement, toi, c'est facile tu témoignes facilement au niveau de ta foi? Bah, ça va dépendre, mais oui. Si j'en ai l'occasion et si je me sens à l'aise, alors je vais pas hésiter parce que voilà, ça va dépendre de chaque... T'es pas sous tension dans ta génération, on va me lapider si je parle de Jésus, etc. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut avoir l'impression que non, c'est de plus en plus fermé, mais c'est au contraire, je trouve. Ouais. Mais comme tu as dit avant, il y a une liberté, une recherche de liberté et du coup forcément, ça oblige au respect de tout. En fait. Ouais. Parce que si on demande le respect pour quelque chose, alors les gens vont se dire il faut que je respecte ça et ça et ça. Et donc. En tout cas, dans une première phase d'écoute, quoi. C'est ça. Dans l'idéal. Parce que dans les faits, c'est pas toujours beau et tout rose. Il y a quand même des moments grande intolérance. Ma question, c'est est-ce que tu as l'impression. Quelle est pour toi la place que l'Église doit avoir, l'Église, pas le bâtiment, l'Église, le corps de Christ, au niveau de ta génération? Quelle doit être cette place? Pour la génération qui est chrétienne ou pas chrétienne? Les chrétiens. Ouais. Bah, ceux qui font partie du corps, ouais. Mais je crois que l'Église doit être une famille, en fait, et un endroit où, comme pour moi, si je devais parler pour moi, l'Église, au-delà des bâtiments, c'est une famille. Et si je dois déménager un jour, je vais rechercher une église pour me dire je vais chercher des frères et sœurs, parce qu'en fait, c'est une foi qu'on partage. Donc, Mais ce que tu dis, moi, ça m'intéresse parce que je trouve qu'on est, justement dans ta génération, le relationnel est peut-être même plus important encore que dans les autres générations. Ce besoin de lien, de communion, de communiquer par Insta, c'est ce besoin de communication en fait qui a lancé toutes ces choses-là. Et tu sais, tout à l'heure, tu as dit que quand tu étais adolescente, tu n'avais pas d'amis à l'église. Ça, quand tu as dit ça, ça m'a complètement... c'était dramatique en fait. Ouais. C'est dramatique de ne pas avoir d'amis à l'église. J'espère que les jeunes ont des frères et sœurs. Moi aussi. Je pense qu'il y a de l'évolution, mais il y a ce besoin peut-être relationnel qui est même grandissant en ce moment. Mais oui. En ce moment. Alors, je voudrais te poser une question. Quel serait pour toi le plus grand danger de ta génération? Ma génération, encore une fois, chrétienne ou... Ta génération, large, tout court. De pas... le plus grand danger, c'est de se tromper de chemin. Je sais pas trop. En fait, il y a beaucoup de dangers qui peuvent exister. C'est de se tourner vers... En fait, dans cette recherche de vérité et de liberté, c'est de se tromper en fait de vérité. De se tromper de chemin, de partir vers un mauvais chemin. Parce que notre vie en dépend en fait. Donc... au bout du compte, si on prend un certain chemin et qu'on se trompe au tout début... Ils ont de nombreux stimuli, c'est ça. Et plein d'opportunités, en fait. Il y avait toujours cette petite phrase qui disait « T'es jeune, profite de la vie ». Quoi. Et cette phrase-là, je trouve qu'elle t'emmène dans tous les sens, en fin de compte. Et elle ne te donne pas une ligne que tu dois suivre dans qui tu es, dans tes valeurs. La quête du bonheur, elle n'est pas, même si elle s'entend, mais c'est pas le but d'une vie, d'être épanoui. Ton bonheur, l'épanouissement, il vient quand tu fais ce qui est bon, en fait. Mais c'est pas la quête de l'épanouissement qui fait que finalement tu es heureux. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est de se tromper en étant focus sur ça. Tu te trompes de l'essentiel et tu oublies tout le reste. Et c'est une génération qui est capable et du meilleur et du pire, et de beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intolérance aussi, parce que c'est moi d'abord et mon bonheur à moi d'abord aussi. Mais je veux dire, nous, notre génération, il fallait quand même
traverser certaines barrières pour accéder à certaines choses. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui peut accéder très rapidement à tout, sans limite. Voyager, même tout ça. Ouais, voyager, enfin tout est possible aujourd'hui quelque part. Alors qu'avant, voyager, ne serait-ce que de voyager, voilà, tu allais avec tes parents au bord de mer, c'était content, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais aujourd'hui, tu prends l'avion, tu vas à l'autre bout du monde en quelques heures. Je veux dire, c'est rien. Pour pas trop cher. Pour pas trop cher. Bah, faut savoir se débrouiller. En dehors de la saison Covid, quoi. Oui, en dehors de la saison Covid. C'est très juste de le rappeler. Je veux dire, pour moi, je trouve que votre génération est réellement confrontée à un vrai défi, encore plus grand, je dirais, parce qu'il y a encore plus de choses qui se présentent devant vous. Et je trouve que ça, c'est important, justement, de rencontrer des bonnes personnes qui vont emmener des valeurs et pouvoir témoigner de l'amour de Jésus pour permettre à des personnes d'entendre autre chose de ce qu'ils entendent tout le temps et constamment et qui les emmène à être complètement perdus. J'avais une question pour Marie-Charlotte. MC. Justement, le fait que tu sois peut-être différente des autres de par tes valeurs, peut-être le fait que tu ne fumes pas, le fait que toi, de certains choix en tant que chrétienne, est-ce que ça t'a amené des jeunes vers toi pour discuter avec toi? Dans mon travail? Oui, dans ton travail, en tout cas. Quotidien. Chez des non-chrétiens, en tout cas, bien sûr. Oui. On fait la différence encore plus, en fait. Et alors, ça me fait rire, j'y pense, mais quand je dis une bêtise, alors moi j'ai des amis à mon école qui vont me reprendre, mais qui me disent « Jésus, il va pas être content ». Et moi, j'ai rien à dire en fait, mais ça me fait mourir de rire, parce que ça marque une différence. Tu sens qu'il y a une différence. Donc, et j'en suis contente en fait. Oui. Vu qu'elle me reprenne, ça me fait... C'est vrai. Si elle me reprenne... Mais en même temps, je trouve que c'est une génération qui est confrontée à beaucoup plus de choses et ça peut être à quelque part, comme tu disais, dangereux. Mais en même temps, je trouve que c'est trop beau et enthousiasmant. Tu vois. D'un autre côté, c'est des jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses et aussi, en tant que chrétien, être... j'ai envie de dire être sel et lumière, si on veut une expression très biblique. Mais que je trouve plus entreprenant presque des fois. Ouais, dans plein de domaines. C'est des jeunes qui... Nous, les générations de nos parents, etc., c'était souvent, tu as un boulot, tu restes dans ce boulot, tu pourvois... la quête du bonheur était beaucoup dans le matériel. C'est vrai. Et je trouve que peut-être ces jeunes, enfin bon, quand même, ils ont des exigences matérielles aussi, hein, les plus jeunes. Ouais, mais c'est juste. Mais que le fait d'avoir plein d'opportunités et de pouvoir découvrir beaucoup plus de choses, ça vous donne un champ des possibles très grand qui est très beau. Et il ne faut pas avoir peur non plus d'y aller, je trouve. Quoi. Bah, c'est vrai que je les trouve peut-être un peu plus Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'il y en a qui sont vraiment figés dans la peur, au point de plus sortir de chez eux. Parce qu'il y a trop de choses. Parce qu'il y a trop de choses. Et d'autres peut-être même plus entreprenants que la génération. C'est une génération très paradoxale, je trouve. Mais je me rappelle, il y a quelques années, j'étais garant spi d'un camp. Et ça m'a marqué. On était au Puy du Fou. Et il y avait le spectacle, je ne sais pas si vous avez déjà été au Puy du Fou. Non. Puy du Fou, mais incroyable, avec plein de spectacles, etc. Et il y avait, t'étais avec moi. Oui, j'étais. Et ben, il y avait un spectacle de Romain. Et en fait, ce spectacle, il était là pour montrer le martyre de plusieurs chrétiens du temps des Romains. Et franchement, c'est un truc, c'est de l'évangélisation. Incroyable ce spectacle. Et là, tu as les Romains qui viennent et ils font lever. En fait, ils prennent tout le monde. Il y a, je pense, dans le stade, il y a 4000, 5000 personnes. Ils font lever tout le monde, applaudir l'empereur, etc. Et ensuite, il y a les chrétiens qui font le tour en cage et ils font. Tout le monde les fait huer. Oh là là. Tout le monde les fait huer. Et tout le monde était assis, tout le monde était assis pour ça, etc. Là, et tout le monde les fait huer. Et là, j'ai un petit groupe d'ados, ils doivent avoir entre 15 et 17 ans, mais ils doivent être 4-5. Et là, ils se lèvent tous tout seuls dans le stade en disant « Non, ouais, vous êtes trop forts, vous êtes des chrétiens, ouais !» Et franchement, nous, on était tous là, moi, garant spi, assis, toute la directrice et tout. Et j'étais en train de me dire, mais ils m'ont mis une claque. Franchement, ils m'ont mis une claque de me dire, mais spirituellement, c'était vraiment un message en fait que je voyais dedans. Mais c'est des hommes et des femmes comme ça aussi qui sont capables d'être porteurs de vie dans une génération où les clivages sont de plus en plus marqués aussi. Ouais, quand même. Et ça m'a marqué cette histoire.
je l'ai pas raconté une fois à l'église, je l'ai déjà raconté chez les jeunes, mais c'est marquant, tu vois. C'est les seuls. Ils se sont levés en train de les appeler, en train de dire taisez-vous. Ils leur disaient incroyable. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur la dernière partie. MG, si tu veux bien, tu restes sur cette dernière partie qui est comment témoigner. Et je trouve que c'est intéressant. T'as 20 ans, moi j'en ai encore 27, 28. Non, j'en ai 28. Toi, tu as eu la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ok, comment on témoigne quand on a 20, quasiment 30 aussi, 40, 50 ? Comment on témoigne ? Est-ce que vous avez un petit peu des conseils, des cas pratiques ? Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Moi, j'aime bien me dire qu'en fait, il n'y a pas de technique. Et merci. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Je peux pas. Enfin, j'imagine qu'on peut pas dire on témoigne d'une manière à tel âge et d'une autre à tel âge. Parce que pour moi, il s'agit de prendre en considération vraiment la personne que tu as en face de toi, de l'écouter, de l'aimer et puis de te laisser aussi inspirer par le. Je vais juste remettre bien ton micro. Merci. Pardon. Ouais, pas de problème. De te laisser inspirer par ce qu'elle te dit. Par le Saint-Esprit, surtout, parce que je termine sa phrase, mais c'était pas tout à fait. Non, mais je veux dire, parce que si on parle de technique... Mais oui, mais alors je suis 100% d'accord avec toi, je n'enlève en rien ce que tu viens de dire, mais il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas comment aborder la chose, je ne sais pas... » Mais je trouve qu'il y a différentes manières. Il y a les personnes que tu vas rencontrer comme ça, que peut-être dans ta vie, tu ne vas plus jamais revoir. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est des fois, tu sens que tu as envie de leur dire juste quelque chose. Et puis après, tu as des gens que tu connais, que tu vois, que régulièrement, des amis que tu as, qui ne sont pas chrétiens. Et qui là, il y a toute une autre approche. Et après, tu n'es pas ami avec eux juste pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais tu es ami avec eux parce que tu as envie de passer du temps avec eux. Mais automatiquement, ils te voient vivre, de comment tu parles, à quoi tu t'intéresses. Et puis ça emmène plein de bonnes discussions. Moi, on a des amis où lui, il croit vraiment aux extraterrestres. Donc, ils mettent des vidéos et tout ça. Mais alors, on rigole. Alors, comme c'est un Italien, alors il parle fort, et du coup quand on discute des fois de la foi, alors nos femmes nous disent mais arrêtez de vous engueuler. Mais je dis mais on s'engueule pas, on discute. Parce que lui c'est un Italien et moi aussi je monte comme ça. Il exprime. Mais c'est hyper intéressant. Oui. Et je me dis Seigneur, toi tu sais, mais c'est super intéressant de pouvoir discuter. Mais naturellement, je veux dire, c'est pas... Justement, il ne faut pas chercher du résultat. Moi je veux vraiment le dire à ceux qui nous écoutent, il ne faut pas se mettre de pression. Quand on est chrétien, on est. On respire, on est différent. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Marie-Charlotte. On est forcément différent quand on est alimenté par Dieu. Oui. Et cette différence, je pense, aujourd'hui, tu disais celle de la terre, effectivement, lumière du monde, je pense que plus ça va aller, plus on va créer cette différence. Et cette différence peut être attirante par les gens. Et alors, justement, moi j'avais... Alors, j'ai dit j'avais parce que je côtoyais beaucoup plus de non-chrétiens avant de travailler à l'église. Bah oui. Et j'avais toujours une petite technique. Alors, c'est quand même une technique. Parce que quand on arrivait à me poser une question, « Ah, mais t'as toujours le sourire. Est-ce qu'il y a une raison à ça ?» Je dis, « Ah non, je préfère pas le dire. » Parce que si je vais commencer à en parler, ça va trop t'intéresser, quoi. Et après, on est... Non, je vais prêt. En fait, j'étais un peu coquine, parce que je faisais monter la mayonnaise un peu comme ça. Et donc, je le faisais pas. Parce que je savais que mes collègues, j'allais les revoir lors d'un séminaire. On a une semaine ensemble, tu vois. Puis à l'occasion d'un autre repas, la personne, mais pourquoi t'as dit ça Je dis, parce que c'est quand même un peu spécial. Et là, je redevenais vraiment sérieuse. Et c'était sûr, à coup sûr, que la personne écoutait comment j'étais devenue chrétienne. Ah, tu vois comment elle était. C'est pas mal. Autre chose aussi, c'est prier. Ouais. Là, on a célébré notre anniversaire de mariage avec Guy, et puis on était dans un pays étranger. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Et j'ai dit, Seigneur, notre plus beau cadeau de mariage, ce serait qu'on témoigne de toi, Seigneur. Ça, j'aimerais tellement. Et puis, ça paraissait compliqué parce que les personnes autour de nous, on ne parlait pas la même langue, tu vois. Et il est arrivé un moment où on a fait une excursion. Et on s'est retrouvés dans un endroit où Dieu nous a placé 2 Françaises en face de nous. Parce que dans l'excursion, on était face à face. Et là, je me suis dit, là, ça c'est un coup du Seigneur. Je sens que je vais témoigner. Et en plus, la conversation, elle a commencé autour de la Covid-19. Puis ils nous ont demandé si on l'a déjà eu. Et je dis,
Pour tout vous dire, nous sommes même les premiers en France officiellement à les avoir eus. Et donc, on est rentré en fait dans la discussion de l'Église. Ah, les évangéliques. Alors, c'était venu un peu sur le côté un peu religieux, mais très vite, j'ai pu donner mon témoignage, surtout à l'une d'entre elles, qui en avait particulièrement besoin. Donc, priez et le Seigneur vous donne des occasions. C'est vraiment, c'est ça. Mais déjà, il faut avoir envie, en fait. On n'a pas envie de témoigner, ça commence par ça. MC, comment tu fais quand tu parles de Jésus? Des techniques ou... Non, comment tu fais? Raconte-nous une liste. Le point 1, le point 2, le point 3, jusqu'à la conversion. Il y a eu plein de moments où, avec mes amis, j'avais envie de témoigner et je sentais que si je le faisais de moi-même, c'était pas... Donc j'ai prié pour ça. Et là, j'ai en tête fait qu'un soir, une amie on a terminé les cours en fait, puis on allait boire un café comme je fais assez souvent, et elle m'a posé la question parce que je lui avais dit que j'étais chrétienne, et en fait on a échangé et on a eu une discussion super intéressante, alors que j'avais prié la veille pour ça quoi. Donc j'étais, je savais que c'était, j'ai prié pour ça. Et puis je me suis laissée conduire aussi, comme tu as dit, par le Saint-Esprit, parce que des fois j'ai pas la réponse à tout, ou il y a des choses que je pourrais dire mal. Je me dis ok, je me laisse juste aller, et en fait c'était super intéressant. Et puis moi je trouve aussi c'est s'intéresser aux gens. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que des fois les aimer, des fois on se dit je sais pas comment aborder la chose, mais en fait, il y a rien à... Intéresse-toi aux gens. Apprends à connaître la personne. Pose des questions à la personne. C'est ça. Et la personne te posera des questions. Moi, je sais que je pense que pour le coup, c'est une facilité que j'ai, c'est que je peux m'intéresser facilement vite à beaucoup de choses. Et donc, le gars qui est coutelier, ça peut me passionner, mais presque à oublier de parler de Jésus, quoi. Mais je pense que c'est sûr que montrer aux gens aussi qu'on s'intéresse. Je pense que c'est ça, moi, un sentiment que j'aime pas trop quand j'ai des témoins de Jéhovah qui me tapent à la porte, c'est qu'ils sont là pour me vendre quelque chose. C'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est important de ne pas se mettre de pression non plus, être dans cette démarche de dire Seigneur, donne-moi des opportunités et saisir l'opportunité quand elle vient. Mais pas non plus se dire chaque nouvelle personne que je rencontre, il faut absolument que... Puis on rate des opportunités. Et moi, je sais que là aussi, il ne faut pas se culpabiliser parce que combien de fois, moi, je me suis dit, oh mince, là, j'ai raté le coche. Il y avait comme... Voilà, on me tendait la perche. Puis... Mais on apprend. Oui, on apprend. Et puis, je pense que déjà, et tu l'as dit, c'est le désir d'avoir envie de témoigner. Si on n'a pas le désir de témoigner, le problème avant de comment témoigner, c'est ce désir. Ça, c'est je veux dire, en tant que chrétien, ce désir-là, on devrait l'avoir. Enfin, je veux dire, ça devrait brûler en nous. Je dirais. Alors, il y a des opportunités qu'on peut avoir en rencontrant du monde, mais il y a des moments aussi, et moi je trouve que ça c'est un bon exercice du coup, c'est réellement aller dans des moments d'évangélisation. Moi, je me rappelle, jeune chrétien, je venais de me convertir, on était à la rue du Sauvage, donc rue de Mulhouse, où il y a tout le monde, avec les guitares, avec Jean-Claude Meyer. C'était juste un défi, quoi. Tu te retrouvais là, et d'un coup, je voyais des potes passer, je me cachais derrière lui, parce que lui était bien costaud en plus. Je me planquais derrière lui, et j'avais un peu honte. Mais c'était pour moi un vrai défi. Et du coup, après j'ai commencé à dire, mais non, mais j'ai envie de parler de Jésus, parce que ce qu'il a fait pour moi, j'ai envie de le partager. Et du coup, on allait directement en contact. Alors, c'est vrai que c'est du frontal, je dirais. C'est une one-shot. Mais c'est hyper formateur en vérité, parce que la façon d'aborder les gens, c'est pas juste Jésus t'aime, tiens, c'est j'aimerais vous parler d'un message, et du coup tu apprends quelque part sur le terrain à parler de Jésus sans être trop. Mais une fois j'étais en ville en Suisse, et puis je sais plus, je me demande si j'avais pas pris des jeunes, je leur ai dit venez, on va parler de Jésus, ou je sais plus si j'étais tout ça, je me suis dit tiens, je vais aller voir un truc, et je suis allé voir des gens, je leur ai dit excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Ils me disent oui. Je dis vous pensez quoi de la vie? Et ils étaient tellement surpris de la question que forcément, pourtant tu rentres dans des discussions hyper profondes en fait, tout d'un coup. Les gens se sentent pas offusqués parce que c'est pas une question, mais c'était pas une technique. Je me suis juste dit ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous pensez de la vie en fait. Mais je pense que c'est ça. En fait, il faut. Parce que quand on parle de technique, c'est toujours appliquer la même chose. Là, t'as réfléchi, là, dis donc. Toujours appliquer la même chose aux différentes situations qui se présentent. Je pense qu'il y a des moments où c'est bien de faire ça. Ça te booste, et je suis sûre que le Seigneur envoie des personnes qui ont besoin d'entendre ça à ce moment-là et tout. Et il y a les fois où tu sens que
que c'est pas encore le moment et que on a rencontré une jeune femme en vacances là cet été. Eh ben, ma prière, c'était aussi qu'on puisse témoigner pendant l'été, mais on a juste sympathisé avec elle. Et là, j'ai gardé contact et je me dis que sûrement le Seigneur me donnera l'occasion. Mais c'est ce côté cette sensibilité de s'adapter et de pas être brusque. J'aimerais juste aborder le point pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient peut-être pas chrétiens, parce que la question c'était comment bien témoigner. Et en même temps, on est en train de dire qu'il ne faut pas forcément témoigner tout le temps. C'est parce qu'en fait, c'est important de dire que lorsqu'on rencontre le Seigneur, on vit des choses tellement extraordinaires, une bonne nouvelle, on veut la partager. Oui, on a envie de la partager et c'est un mandat qu'on a reçu. C'est une bonne nouvelle, tellement on vit des choses merveilleuses. Mais des fois, je trouve, il y a certains moments, on peut se faire piéger par le fait de juste être sympa, quoi. Enfin, être chrétien, des témoins, on aime les gens, on discute bien, on est cool. Mais on en oublie presque de témoigner vraiment. Et je crois que des fois, ça peut être un piège aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument tout le temps, mais franchement, souvent, même moi-même, je me suis senti des fois frustré parce que c'était super sympa, une bonne discussion. Mais à la fin, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Ils ont rencontré quelqu'un de sympa et puis c'est tout. Mais ils ne savent pas que quelqu'un de sympa, il aime Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Et je trouve que ça, des fois, ça peut être un piège. C'est juste de ne pas se laisser baigner juste dans un truc. Juste un truc. Ouais, c'était cool, on a sympathisé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et témoigner à plusieurs, c'est sympa aussi, parce qu'il y en a un qui est toujours meilleur que l'autre dans certains points. Moi, je vois par exemple avec Guy, avec mon mari, lui, il est excellent pour transmettre des choses à la main. Et moi, par contre. T'as les pickpockets et t'as ceux qui placent. Non, mais les gens, ils mettent le catalogue. Il va les traiter dans les porte-monnaies. Il le donne au moment où la personne, elle a envie de le recevoir. Il est très doué pour ça. Que moi, en fait, c'est un truc, je suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, avec les traités. Donc à nous deux, on se complète super bien. Et c'est un peu ce que tu dis, mais c'est chacun doit témoigner comme il est. J'allais dire, c'est aussi chacun. Moi, je vois Pierre, son mari, à chaque fois que je sors avec lui, mais il m'énerve. T'as l'impression qu'il connaît tous les vendeurs du quartier. La dernière fois, il me dit Ben, si tu veux, il me dit Ben, tu veux connaître le meilleur petit pain au chocolat de la région, c'est telle adresse, ils viennent de changer la recette. Oh là là, je dis, comment tu sais ça ? Moi, je vais acheter des croissants, je ne leur demande pas quand est-ce qu'ils ont changé la recette. Mais il est doué comme ça, en fait. Et ça, je pensais bien aussi, il faut amener comme on est, et puis tout simplement. Après, je dirais des fois, l'endroit le plus difficile de témoigner, c'est dans la famille. Oui. Quand ils ne sont pas chrétiens, bien sûr. Mais c'est nul n'est prophète dans son pays, c'est ce qu'il veut. Là, tu dis pas grand-chose. Mais là, c'est les actes. Et pourtant, ils ont vu ton changement. Pour moi, ils ont vu mon changement. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont vu le shift. Mais au début, j'en ai tellement parlé qu'à un moment donné, j'ai trop fait. Et là, c'est les actes et c'est l'intercession. Et au début, on en parle beaucoup. Au début, des fois, on peut faire des erreurs par rapport à ça. Les amis, le temps est passé et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter là parce que le temps est vraiment passé. En tout cas, j'ai été très heureux d'être avec vous, très heureux d'être avec toi, Mché. Moi aussi. Merci beaucoup pour ces moments, ces échanges. Et puis encore une fois, vous qui nous suivez, il y a de tout. Peut-être que tout vous correspond pas, mais en tout cas, ça peut nous aider à ouvrir notre esprit à d'autres choses, d'autres personnes qui vivent d'autres choses. Et puis peut-être que ces petits tuyaux aussi pour témoigner vous donner un cœur plus simple, sans pression ni stress, ça c'est le plus important, et toujours en faisant confiance au Seigneur avec cette soif-là. Donc je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 19h, on continue. N'oubliez pas, toute cette émission est diffusée sur les plateformes de podcast en audio, donc voilà, vous pouvez les écouter quand vous le voulez, vous pouvez partager, liker, encourager, peut-être MG dans les réseaux, vous pouvez chatter, vous pouvez faire votre vie, tout simplement. Non, mais vous y êtes. Non, on est trop vieux. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.